Bonjour et bienvenue, merci de vous offrir ces quelques minutes. Dans un monde qui va toujours plus vite, ce podcast est une invitation à ralentir. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel extrait de mon livre En chemin vers soi, aux éditions Erol. Installez-vous confortablement et laissons les mots vers leur chemin. Très belle écoute. Bénis soient les gens bizarres, les poètes, les inadaptés, les écrivains, les mystiques, les peintres, les troubadours, car ils nous apprennent à voir avec des yeux différents. Au fil de ces pages, je vous raconterai les habitudes que j'ai intégrées dans mon quotidien pour cultiver mon bonheur, sans pour autant vous conseiller de faire la même chose. Vous le savez déjà, l'important est d'être soi-même. Et si nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre, il y a probablement 8 milliards de chemins différents. Dans tous les cas, je vous souhaite de vous autoriser cette révolution pour vous créer une réalité différente de ce que nous propose la société. Pour enclencher un changement, tout est question de répétition, de persévérance et de patience. On dit qu'il faut 21 jours consécutifs pour ancrer une nouvelle habitude dans son quotidien, mais certaines personnes peuvent avoir besoin de quelques mois pour réussir ce challenge. L'idéal est que cela devienne un vrai rituel, comme se brosser les dents ou prendre une douche. C'est une hygiène de vie. Quand vous réussirez à intégrer dans votre vie les étapes que nous allons approfondir, en les adaptant à votre personnalité, vous serez plus apaisé, aligné avec qui vous êtes réellement et avec vos valeurs profondes. Vous vous sentirez certainement mieux avec vous-même et avec les autres. Cela vous demandera toutefois des efforts. Construire une meilleure version de soi est un processus qui exige de l'énergie, de la concentration et de la discipline. Vous aurez parfois l'impression qu'il est temps d'élaguer, de faire de la place, de renoncer à certaines relations, certains projets, certaines parties de vous-même. Le bonheur que je connais n'est pas comme une rosée du matin qui tombe sur moi comme par magie. Il est le fruit de toutes les actions que je sème dans ma vie chaque jour. Et si vous lisez ce livre en ce moment, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. La suite dépend de vous. Au fil de ces pages, vous serez mis au défi d'enclencher le changement dans votre vie. Nous sommes nombreux à prendre de bonnes résolutions chaque 31 décembre sans parvenir à nous y tenir. En pratique, ces bonnes habitudes ne sont pas si faciles à conserver. C'est pourquoi j'aimerais vous partager quelques astuces bienveillantes avant de commencer. L'idée ici est de ne pas être trop ambitieux et de rester réaliste. Pour cela, je vous propose de formuler un objectif concret et mesurable. De commencer par vouloir changer juste une petite chose dans votre vie. Ensuite, vous prendrez la décision de passer sincèrement à l'action et de focaliser votre attention, au moins pendant quelques semaines, sur l'atteinte de cet objectif. Ne cherchez pas à mettre en place plusieurs changements à la fois ou à viser trop haut. Ce serait l'échec assuré. Dans un deuxième temps, accordez-vous du temps. Vous avez tout le temps nécessaire pour mettre en place chaque sujet que j'aborde. Pas de deadline ici. Le manque de temps n'est rien de moins que le mal du siècle. C'est pour cela qu'il est si important d'apprendre à ralentir. Prétendre manquer de temps pour prendre l'air, bien manger, mieux dormir, se relaxer, revient à dire à un médecin qu'on n'a pas le temps de prendre le médicament qui peut nous guérir. Cela n'a pas de sens. Dans un troisième temps, je vous invite à associer des habitudes. N'hésitez pas à coupler une nouvelle habitude avec une autre déjà bien installée. Cela vous permettra de l'ancrer plus facilement dans votre quotidien. Pourquoi ne pas combiner un rituel de respiration consciente avec votre douche du matin par exemple? Énoncez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée écoulée en vous brossant les dents le soir. Par la suite, vous séparerez certainement ces 2 moments, mais cela peut vous aider à démarrer. Dans un autre temps, je vous propose de prendre rendez-vous. Pour que cela devienne une obligation, prenez un vrai rendez-vous avec vous-même. Pour cela, bloquez un moment dans votre agenda, que ce soit 1 heure tous les 2 jours ou une journée chaque semaine. Faites-en un moment de la plus haute importance, autant qu'un examen à l'hôpital. Programmez une alarme sur votre téléphone et honorez toujours votre rendez-vous. Considérez-vous à votre juste valeur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Dans un autre temps, je vous invite à ne jamais zapper 2 jours de suite.
Le changement d'habitude s'accompagne souvent d'une sensation d'inconfort, et c'est tout à fait naturel. On peut vite avoir envie de passer son tour. Vous pouvez éventuellement sauter une séance parce que vous décidez que vous avez mieux à faire, mais la meilleure façon d'éviter que la spirale de la procrastination se mette en route, c'est d'adopter cette simple règle. Ne zappez jamais 2 jours de suite. Enfin, tenez un journal. En écrivant régulièrement vos expériences, vous pouvez suivre votre évolution, ce qui est très stimulant et gratifiant. Pour cela, offrez-vous un joli carnet dédié à ce nouveau chemin et n'hésitez pas à y noter tous vos ressentis, les bons comme les mauvais. L'écriture est réellement thérapeutique, permet de se libérer sur le moment et est également une ressource précieuse à la relecture. Elle permet de prendre conscience du chemin parcouru, ce qui constitue une aide considérable dans les moments de découragement. Enfin, célébrez les réussites. Par définition, une habitude a besoin de temps pour s'ancrer dans le quotidien. Si au début, elle pourra vous sembler une vraie montagne à gravir, cela s'estompera au fil des jours pour devenir un automatisme. Quand cela arrivera, et je vous promets que ça arrivera, célébrez cet instant. Osez être fier de votre petit succès. Accordez-vous une sortie, un cadeau. Trouvez le moyen qui vous convient le mieux pour vous féliciter. Vous le méritez et cela vous aidera à persévérer. N'oubliez pas, chaque voyage commence par un premier pas. Et celui qui est fait, un petit pas, est toujours devant celui qui n'en a pas fait un seul. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. La vie, c'est quoi ? Voilà une question. C'est un peu de tout, mais surtout c'est toi, chante l'artiste Aldebert dans son album Enfantillage, volume 3. Pour moi, la vie est un phénomène naturel de mouvement et de formation continue qui cherche sans cesse son point d'équilibre. On apprend tous les jours de nos expériences, encore faut-il retenir chaque leçon apprise au long du voyage. En 2022, j'ai 40 ans de vie terrestre. C'est l'âge, paraît-il, où l'on commence à regarder dans le rétroviseur. On se remémore les choix qu'on a faits, les actes qu'on a posés, et on commence à se poser tout un tas de questions existentielles. Il y a 40 ans, je partais de très loin, et je n'imaginais pas une seule seconde tout le potentiel que j'avais en moi. J'ai grandi avenue Montaigne à Paris, l'une des plus belles avenues au monde. Mes parents étaient gardiens d'immeubles, nous vivions à 4 dans une loge de 40 mètres carrés sans chambre, autrement dit sans liberté, tous à dormir dans la même pièce. Je me revois encore le soir jouer avec des enfants de l'immeuble, tous issus de familles de millionnaires, dans des appartements à la taille disproportionnée, puis redescendre me glisser sous mes draps en essayant de réveiller personne. Le contraste était saisissant, mais ne me gênait pas plus que ça. Dès l'école primaire, on me diagnostique enfant dyslexique et dysorthographique. Il faut remettre cela dans son contexte. Nous sommes en 1984 et à l'époque j'ai 6 ans. Ma mère, bienveillante, m'amène consulter tout un tas de spécialistes. C'est là qu'on le me dit pour la première fois, « Julien, tu es dyslexique ». On n'avait pas besoin de me dire que j'étais différent de mes camarades. J'étais le seul de la classe qui faisait 60 fautes d'orthographe par dictée. Mais je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas être atypique. Pour moi, la vie était dehors. Certainement pas assis sur ma chaise en classe, forcé d'écouter les enseignants qui avaient beaucoup de mal à retenir mon attention. La tête dans les étoiles et le regard tourné vers la fenêtre, j'imaginais la vie comme une école dans laquelle je me sentirais bien. Une école de la vie. Quel bonheur de réaliser 30 ans après un film qui porte le même nom. L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et d'organiser en parallèle un événement qui attire des milliers de personnes, le Festival pour l'école de la vie. Nous y reviendrons. C'est avec le temps que j'ai compris. Je pouvais faire tous les efforts du monde pour être comme les autres et rentrer dans le moule, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi ? Car je suis unique dans ma méthodologie d'apprentissage et dans ma façon de percevoir le monde, comme les 10% d'enfants d'âge scolaire qui sont dyslexiques. Ainsi, ma scolarité fut une succession de frustrations, de manque de confiance et d'efforts non récompensés. Par ailleurs, j'ai transformé cette période en autant de joie, de rire et d'amusement que possible
en faisant le clown à l'école. Suite à mon expérience personnelle, les enfants atypiques, TDAH, 10, HP, hypersensibles et autres, sont devenus l'objet de bon nombre de mes recherches, comme j'en parle notamment dans le magazine Innovation en éducation, entièrement dédié à ces sujets. Croyez-moi, une alternative est possible au sentiment d'échec, de frustration et de stigmatisation de milliers d'enfants qui en souffrent. Vous avez désormais une petite idée de mon parcours scolaire et pourtant, c'est un de mes livres que vous tenez entre les mains. La dyslexie n'est pas, comme on l'a longtemps cru, la conséquence d'un défaut éducatif, d'une intelligence déficiente, une maladie ou pathologie, et encore moins d'un blocage psychologique, mais bien d'une particularité du cerveau. Je pense que les professionnels de l'éducation de mon enfance n'étaient pas équipés ni formés pour m'accompagner. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais il reste encore du chemin à parcourir. Le diagnostic est important et ne doit pas être fait à la légère. J'entends encore trop souvent autour de moi « Ah tiens, mon enfant est HP, TDAH, 10 ». Mais l'est-il vraiment ? À l'heure où les neurosciences s'intéressent de plus en plus à l'éducation, je souhaite donner davantage accès à l'information pour assister au mieux les parents, les professionnels et les enfants vers le chemin d'une meilleure connaissance de soi. Mark Allen, premier champion du monde de triathlon, courte distance et sextuple vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, disait « Notre raison d'être est d'évoluer vers quelque chose de plus grand, de contribuer positivement à la transformation de notre vie et de celle du monde qui nous entoure. C'est bien là le plus important. Ma transformation personnelle a débuté par un événement marquant lorsque j'avais 10 ans. » Voilà, c'était un petit extrait de mon premier livre, C'est quoi le bonheur en chemin vers soi. J'espère que ça vous a plu. Si ce passage vous a parlé, dites-moi ce qu'il a fait résonner en vous. J'aime beaucoup lire vos retours. Je vous rappelle une date importante pour nous. Les 24 et 25 octobre, on organise le premier grand rendez-vous national entièrement dédié à l'amour, sous le nom de C'est quoi l'amour pour vous ? C'est à Antibes, au Palais des Congrès, et on sera entouré de Frédéric Lenoir, de Thérèse Argot, Nathalie Lefebvre, de Paul Devendre, vous savez, l'homme qui a créé le spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », Laura Pinson, il y a également Florentine Onwa-Wang, et je vous laisse découvrir toute la programmation en ligne. Vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» Ça va être magique les amis. Je vous souhaite un bel été.